Salut à tous, c'est Arthur, heureux de vous retrouver après une petite pause bien méritée. Je profite de cette introduction pour d'abord vous remercier, c'est désormais une tradition de nous écouter et nous envoyer autant de messages de soutien, que ce soit pour le podcast et puis surtout pour les vidéos. J'en profite également pour vous rappeler que le podcast est disponible à l'écoute sur Spotify, vous trouverez le lien dans la description. Et également que si vous voulez participer avec nous, nous envoyer des questions, nous envoyer des objections, vous pouvez nous envoyer un message vocal sur Instagram et moi je serai plus qu'heureux de vous faire figurer dans le prochain numéro du podcast. Alors comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement et à voyager avec moi à la découverte de la NBA. A tout de suite. Salut à tous, je suis de retour avec mon ami Évrard. Salut Évrard. Salut Arthur, salut à tous. Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. Ouais, on a fait une petite pause de quelques semaines, un bon mois, il fallait respirer un petit peu et voir justement comment la saison régulière de la NBA prend son petit cours. Il y a quelques semaines maintenant, il y a quelques mois, j'ai envie de dire, il y a un mois et demi, on avait fait un épisode où on avait parlé des déceptions du début de saison. Et d'ailleurs, la plupart de ces déceptions, tu me dis si je me trompe, mais elles s'avèrent être toujours des déceptions, quoi. On avait parlé des Knicks, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas incroyable. Indiana, c'est toujours pas terrible. Ouais. Les Lakers, ça va nulle part. Portland. Donc Portland, là, ça a l'air d'être une saison en tout cas, moi, je les invite à jeter cette saison à la poubelle. Transférer Lillard, je pense, en fin de saison, repartir à zéro. C'est des fois, t'as des tankings un peu forcés comme ça qui au final font du bien. Donc voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais pour le premier sujet que je voulais aborder, qu'on voulait aborder dans ce numéro, c'est faire un petit peu le même principe que la dernière fois, mais cette fois-ci avec les surprises du début de saison. Surprise, ça peut être, ça se définit simplement par on s'y attendait pas. Donc ça peut très bien être positif ou négatif. L'idée c'est juste de voir, maintenant on commence vraiment, on approche de la mi-saison, je dis début de saison, mais on approche presque de la mi-saison, de voir ce qui est des surprises qui peuvent s'avérer être pérennes durant toute la saison jusqu'au playoff. Je te propose, je vais commencer avec une petite surprise, c'est Evan Mobley en tant que rookie. Une surprise parce qu'on s'attendait, je m'en souviens quand il s'est fait drafter, on disait beaucoup mais ce mec là il a vraiment un physique à la Ralph Sampson, qu'est-ce que ça va donner en défense, on sait qu'il est fort mais en attaque il est impossible, et finalement 15 points de moyenne, exactement 8 rebonds et 3 passes décisives, mais 15 points, 8 rebonds, et surtout je sais pas si tu l'as vu jouer, mais là on se rend compte qu'on a peut-être un vrai Ralph Sampson dans le texte, quoi. Un mec qui est vraiment grand, 6 pieds 11, je sais pas exactement combien ça fait parce que j'ai tous mes trucs en anglais. 2m13 à peu près, non? Ouais, c'est sûr que c'est pas un mètre 70 que je vérifie en face de moi. Mais il a vraiment un physique qui peut être inquiétant parce qu'il est mince, 2m11 pour 98 kg. Donc c'est vraiment mince. Je sais pas si du côté de Houston, pour moi c'est un peu trop court, mais je pense qu'en vérité, peut-être qu'on se demande, oulala, on a peut-être raté quelqu'un, surtout Ralph Sampson, ça aurait été sympa la parallèle entre les deux. Jalen Green pour l'instant c'est pas mauvais, mais c'est pas incroyable. Mais surtout, les Cavaliers sont compétitifs et maintenant ça étonnerait plus personne qu'au final ils arrivent à atteindre les playoffs, même avec les blessures de Colin Sexton et Ricky Rubio. Les Cavaliers sont présents. Et puis surtout Evan Mobley, pour moi en tout cas c'est le rookie de l'année pour le moment, mais c'est une vraie surprise. Pas qu'on s'attendait pas qu'il soit fort, on savait qu'il allait être fort, mais on s'attendait qu'il allait être aussi fort. Et je me permets parce que pour ceux qui savent pas, le but de ce podcast c'est de parler d'actualité, mais comme la chaîne évidemment on raconte surtout les histoires du passé de la NBA, de pouvoir faire couramment des parallèles. T'as pas connu, toi, je pense, la carrière de Ralph Sampson, parce que c'était dans les années 80, donc c'était à cette époque, d'abord tu étais jeune, en plus de ça, quasiment impossible de suivre la NBA. Mais est-ce que toi, si tu peux me dire non, si tu le sais pas, mais nous parler un petit peu du moment où après les finales, où il est allé en finale avec Hakeem Olajuwon, la carrière de Ralph Sampson a chuté, surtout par rapport à tes blessures, et est-ce que tu crois qu'on peut craindre la même chose avec Evan Mobley rapidement ?
Ouais, malheureusement, j'ai jamais vu Ralph Sampson jouer parce que j'étais trop petit et c'était difficile de voir la NBA. Mais oui, j'ai l'impression que dans la NBA d'aujourd'hui, c'est plus facile de suivre les joueurs physiquement, bon, sauf s'ils veulent rien faire comme Zion Williamson. Mais Mobley a l'air d'être quand même professionnel. Et la comparaison avec Ralph Sampson peut tenir aussi parce que le duo qu'il forme avec Jarrett Allen, alors Allen c'est pas Olajuwon, ce sera jamais Olajuwon, mais c'est un duo de tours jumelles, quoi, ce qu'on n'avait pas vu en NBA depuis longtemps, je pense, hein, quand même. Et ça marche. Et ça marche très bien. Et c'est frais parce que c'est un système de jeu différent de la NBA d'aujourd'hui où voilà, on écarte, on tire à 3 points. Là, avec Kevin Love en plus, qui continue à faire une bonne saison malgré son âge et qui a un rôle de 6e homme et un peu de papa dans cette équipe avec Ricky Rubio. Les Cavs sont une très bonne surprise. Je l'avais aussi mis dans ma liste et honnêtement, c'est fun à voir jouer aussi. Donc, ouais, je me demande maintenant la question, c'est bon, cette saison ils vont pas jouer le titre, si à part vraiment miracle, mais je le vois bien aller en play-off et peut-être un peu titiller une équipe. Mais est-ce que tu crois que les Cavs, parce qu'on sait que c'est pas facile, mais faire une surprise ça arrive tous les ans, mais après il faut confirmer. Est-ce que tu crois que les Cavs peuvent s'imposer avec ce noyau Garland, Mobley dans les années à venir comme un contender? Oui, je pense, oui. Je pense qu'ils auront un bon pic encore cette année vu leur performance passée. Donc ils devraient pouvoir choper un bon choix de draft et continuer à construire. Et il faut qu'ils gardent 2-3 vétérans, ce qu'ils font très bien cette année. Et ça devrait bien se passer dans les années à venir. Et effectivement, cette année, ils peuvent faire une demi-finale de conférence. Pourquoi pas. Ce sera intéressant de les voir en play-off en tout cas parce que... Moi je me demande vraiment si là c'est vraiment de l'utopie, mais j'ai envie de le dire maintenant. Si les Cavs sont en pleine progression, LeBron James ça marche pas du tout avec les Lakers cette saison et la saison prochaine. Je me demande si c'est possible que LeBron fasse sa dernière année ou sa deuxième année, l'une de ses dernières années pour boucler la boucle et retourner aux Cavs. Ça serait quand même, l'histoire serait quand même très belle. Mais bon, là c'est vraiment une utopie totale. Je te laisse du coup donner ta prochaine surprise. On va rester dans la même conférence. Je vais parler d'un joueur, je vais parler de Fred VanVleet, pardon. Je pense qu'on l'a tous découvert pendant les finales que Toronto a gagné 2019. Voilà, 2019. Un joueur qui n'a pas été drafté, qui n'a pas un physique hors du commun, il doit faire 1m80, 80 kg. Et il fait cette année... alors, Kyle Lowry est parti, et il fait cette année une saison exceptionnelle en stats avancées aussi, ce qui est remarquable pour un joueur de son gabarit. Et Toronto, qui avait très très mal commencé la saison, va probablement faire les playoffs. Ils iront pas très loin, à mon avis, parce que ça manque de talent. Mais VanVleet est selon moi... il est clairement sur la meilleure saison de sa carrière. Et selon moi dans la course au MIP. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, assurément. Je pense, mais surtout ce qui joue en sa faveur, c'est que Toronto est pas dégueu, comme t'as dit. Et je m'en souviens quand on lui a donné son contrat, les gens disaient oula, c'est un contrat énorme pour un mec comme ça, mais c'est un mec qui est... Pour moi, je me dis toujours, si un jour j'ai ma propre équipe NBA, qui sait dans le futur, ce qui est bien, c'est d'avoir un mec qui est régulier. Tu sais ce qu'il va te donner tous les soirs. 15, 20 points, tu vois. C'est vraiment un mec qui est régulier. J'entends rarement qu'il a mis 2 points avec un pourcentage horrible. Donc c'est vraiment un vrai soldat. Et si jamais il a une valeur aussi, qui sait si jamais Toronto veut le trader ou quelque chose comme ça, par rapport à son contrat, c'est vraiment une pièce intéressante. Et il amène beaucoup d'énergie en défense. C'est un bon défenseur. On a tendance à le sous-estimer ou pas en parler quand on parle de VanVleet. Mais c'est un bon défenseur aussi. Et il fait vraiment une saison complète. Et je trouve remarquable parce que j'avais pas spécialement d'attente sur ce joueur. Je pensais que ce serait toujours un troisième choix ou quatrième choix d'une équipe correcte. Mais non, là, il porte Toronto sur ses épaules. Donc c'est remarquable. C'est une vraie surprise.
Je vais aussi continuer avec une autre surprise. Donc Portland, bon, que Portland soit aussi mauvais, c'est une surprise un petit peu. On s'attendait quand même à un peu mieux. 17 victoires, 25 défaites, c'est vraiment pas beau. Bon, ils ont eu beaucoup de blessures, etc. Mais il y a une surprise en tout cas dans l'effectif de Portland, c'est Anthony Simons. Oui. Je te donne ses 6 derniers matchs, 31 points, 11 passes, 23 points, 11 passes, 31 points, 14 points, 28 points, 43 points. J'ai compté, ça fait une moyenne de 30 points par match et un peu moins de 10 passes. Donc là, il est sur en pleine ascension. Je m'en souviens quand il avait fait un match, j'habitais dans l'Oregon à cette époque. C'était l'un des derniers matchs de la saison contre Sacramento. Il avait mis une trentaine de points, si ce n'est plus. Il avait vraiment joué, on connaissait pas vraiment. On disait, il va exploser l'année prochaine. Et j'ai regardé beaucoup de matchs de Portland la saison dernière, mais c'est un mec un peu streaky. Un jour, il te met 4 points, un jour, il t'en met 24, tu vois. Et là, en tout cas, il a l'air de... Et ça doit d'ailleurs réconforter les Blazers, de se dire qu'au final, ils ont quelqu'un derrière Lillard, si jamais ils veulent le transférer. Il est jeune, il a 22 ans, il est bien athlétique, 1m93, il sait tirer. Donc c'est un mec, qui sait, peut-être que tu peux construire un futur sur lui. En tout cas, c'est une surprise de la saison. Je te tends la perche pour une autre surprise. Juste sur Simon, je pense qu'il est arrivé trop tôt en NBA, il avait 19 ans et du coup il n'était pas fini basketballement. Je sais pas si ça existe, mais on se comprend. Et cette année, oui, il doit avoir du coup 22 ou 23 ans et il commence à être plus intéressant des deux côtés du terrain. Donc oui, c'est une des seules bonnes surprises de la saison de Portland. Assurément, ouais. Je continue dans la conférence Est. Chicago, on en avait parlé récemment en parlant des prétendants au titre. Chicago est quand même une très bonne surprise parce que oui, ils ont fait un été extraordinaire. Ils ont créé une équipe qui sur le papier était très intéressante et qui s'avère productive dès le début. Il n'y a pas eu de faux départ. Ils sont premiers de leur conférence et tous les joueurs ont l'air de bien s'entendre et d'avoir créé une alchimie. Ils sortent sur 3 matchs assez dégueulasses, surtout 2 où ils ont perdu de presque 40 points. Oui. Mais à part ça, avant, c'est vrai que... Est-ce que tu crois, je te pose la question, est-ce que tu crois que cette équipe, cet effectif, a plus de chances de vraiment redorer le blason de Chicago que celle de 2011 avec... 2010, Joachim Noah, Derrick Rose? Les joueurs sont plus expérimentés. Ouais. Vooch, il a 31 ans, DeRozan doit avoir la même chose, Caruso, etc. Donc je pense que oui, ils vont redorer le blason parce qu'ils ont déjà joué des playoffs tous aussi. Ils sont plus sérieux, ils sont certes moins flashy que l'équipe de Derrick Rose. Mais ils ont cette expérience en NBA qui peut probablement pas les mener au titre, mais probablement une finale de conférence cette année. Et je suis vraiment content pour Vucevic parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il fait pas une bonne saison, je t'avoue. Comment ? Tu regardes ses stats, il fait vraiment une saison assez cata. Je crois que j'avais vu d'ailleurs, c'est la pire saison depuis... c'est pas la pire saison de sa carrière, mais la pire saison depuis pas mal de temps. Et je vais essayer de retrouver ses stats en face de moi, mais surtout ses derniers matchs, c'était assez criant qu'il était vraiment qui fait une saison, tout simplement une saison pas incroyable du tout. 16 points, 11 rebonds, mais c'était surtout ses statistiques qui étaient assez vilaines. Mais enfin bref, 33% à 3 points et 44% au tir. Ouais, en fait, il fait pas une saison à la Orlando parce qu'il partage beaucoup plus les balles offensives, mais il est très important des deux côtés du court parce qu'il peut étirer les défenses vu que c'est un bon shooter à 3 points et donc laisser la place à ses coéquipiers et en défense il est toujours présent. Et DeRozan, c'est aussi la vraie saison, je me permets de... Ouais. DeRozan, c'est aussi une surprise dans la surprise, quoi. Chicago, c'est la surprise, et DeRozan, c'est la surprise que... il est presque candidat. D'ailleurs, on n'en parle jamais dans le candidat MVP, ce qui est un peu bête parce que bon, c'est sûr que c'est pas le joueur le plus sexy du monde. Je parle en termes de jeu, bien sûr. Mais Chicago est premier, donc il mériterait
il mériterait sa petite place. Dans la conférence Est, je regarde s'il y a vraiment de vraies surprises. Bon, bah, New York qui est pas terrible, ça c'est une surprise. Atlanta, c'est une surprise négative. Oui. Vraiment, on en attendait mieux. Et vraiment, 12e, ils sont sur 5 défaites de suite. Donc des défaites vraiment moches, quoi. Il n'y a aucune implication, aucune... Au début, c'était un peu facile pour eux parce qu'on les attendait pas vraiment là, donc ils pouvaient surprendre tout le monde. Et je m'en souviens, en début de saison, Trae Young avait dit la saison régulière, c'est vraiment ennuyant, c'est vraiment chiant, genre, tu vois, genre, c'est un peu facile, on veut arriver au playoff. Et au final, on voit là qu'ils sont à 4 places du play-in tournament. Même pas dit qu'ils vont le faire. On avait déjà bien parlé de Boston aussi la semaine prochaine, c'est une autre déception. Je me permets d'une dernière surprise. Je me permets de 2 surprises. Je vais te dire les 2 et puis après tu me dis si tu en as d'autres à ajouter. La première surprise, si on avait déjà parlé aussi Russell Westbrook aux Lakers, pour moi c'est une surprise qu'il soit aussi autant presque un boulet, quoi. Il y a un moment, il faut remettre... Magic Johnson a tweeté hier, il a dit qu'on peut perdre des matchs, mais perdre de cette façon-là, c'est vraiment honteux pour une franchise avec une telle légende derrière, et je suis d'accord. LeBron James, il fait tout ce qu'il peut, mais il a 57 ans et il est déjà monstrueux. Mais Russell Westbrook, j'ai l'impression qu'il arrive à un moment où limite il arrive vraiment, genre son niveau a vraiment décliné. C'est pas qu'il veut pas, c'est pas qu'il fait pas les efforts, on peut jamais lui enlever ça. Mais c'est ce pourcentage au tir, tout simplement. Et tu peux prendre autant de rebonds que tu veux et faire des passes et être actif et être athlétique. Il est déjà un peu moins athlétique. Et déjà, on voit qu'il est moins athlétique. Du coup, comme son saut est différent parce qu'il perd un peu de son athlétisme, il essaye d'un peu d'adapter son tir. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tirs qu'il veut faire des bank shots qui touchent la planche. Et c'est trop haut, c'est trop bas, c'est imprécis. Il y a vraiment des matchs, je vois, où c'est des matchs où tu le perds presque à cause de Russell Westbrook parce que tu lui rajoutes 5, 6, 7 points, surtout des points en fin de match, pas des lay-ups qui vont nulle part. Donc ça, c'est une surprise. Et la deuxième surprise pour moi que je donnerai, c'est cette fois-ci, elle est positive, c'est Memphis. Ça fait 2-3 saisons qu'on se dit, bon allez, c'est une équipe marrante, mais rien du tout. Et au final, chaque fois, ils reviennent. Là, ils sont sur une série de victoires. Enfin, ils ont perdu hier, mais ils étaient sur 10 ou 11 victoires de suite. Je pense pas que ça va durer. Je connais ce genre d'équipe, mais je les vois très bien aller en playoff. Ja Morant, c'est l'un des joueurs les plus bandants vraiment à avoir joué. Il est incroyable, il est fantastique, il est époustouflant à souhait physiquement, etc. Donc c'est vraiment un grand plaisir. C'est un mec qu'on voit avec son athlétisme, justement un peu comme Russell Westbrook. Il y a toujours des doutes, une blessure est possible, jusqu'à où ça peut aller. Donc il faut vraiment en profiter de son prime athlétique en tout cas maintenant et voir jusqu'à où il peut porter Memphis. Je t'invite pour conclure ce sujet à dire tes dernières surprises si tu en as. Un mot sur Ja Morant et les Grizzlies. Oui, c'est vraiment ce sont mes chouchous, on va dire, de cette année en NBA. Ils ont un nouveau coach dont le nom m'échappe maintenant tout de suite. Taylor Jenkins, voilà. Taylor Jenkins. Ouais, enfin, ça fait plusieurs saisons. Ça fait maintenant enfin c'est celui qui a... Je voulais pas dire nouveau, pardon. Je voulais dire un jeune coach. Ah ouais, ok. Bon, il est un peu nouveau, ça fait aussi 1 ou 2 ans, mais c'est vrai qu'il arrive vraiment à porter cette équipe de jeunes à confirmer, quoi. Voilà. Et ce qui est incroyable avec Memphis, bon, évidemment, ils ont Ja Morant, on peut dire c'est le franchise player, mais quand il était blessé, Memphis a continué à gagner. Parce que ce coach met vraiment l'accent sur le collectif. Là, je suis en train de regarder les stats, il y a 15 joueurs à Memphis qui ont plus de 10 minutes par match. Et celui qui joue le plus, c'est Ja Morant, il joue que 32 minutes, ce qui est très peu pour un franchise player. Et donc le temps de jeu est distribué, ils vont pas arriver cramés en playoff. Il y a une alchimie qui fonctionne puisque tous les remplaçants font le travail. Il y a beaucoup de joueurs entre 8, 9 points, etc. Il y a que 4 joueurs à plus de 10 points chez Memphis. Et c'est vraiment fun à voir jouer, honnêtement. Il faut que Ja Morant, il a que 22 ans, et je pense ce sera un des futurs très très grands de la NBA. Il travaille un peu sur les balles perdues, parce que c'est le seul reproche qu'on peut lui faire, parce que sinon il est vraiment extraordinaire. Et c'est un plaisir à voir jouer. Il est altruiste, il défend. Tout le monde a en tête le bloc qu'il a fait. Incroyable, ouais, ce bloc, j'en ai des frissons. Et c'est vrai que le parallèle avec la carrière de Zion, c'était sur les Lakers. Je me permets le parallèle avec la carrière de Zion, il fait de la peine. Hein. Un qui est super athlétique, un qui est malheureusement énorme, un qui a pas joué, un qui joue. L'équipe de New Orleans, ils sont horribles, alors que Memphis est en playoff. Ça fait
Ça fait un peu de la peine, quoi. Ouais. Et je regarde, il y a que des jeunes à Memphis. Ja Morant, il a 22 ans, Desmond Bane, il a 23 ans, Dylan Brooks, 26 ans, Jared Jackson, 22 ans, Steven Adams n'a que 28 ans, je pensais qu'il était plus vieux, etc., etc. Il y a personne qui a plus de 20... Bah, les plus vieux sont Steven Adams et Kyle Anderson qui ont 28 ans. Donc, comment parler des Cavs et du futur des Cavs, si cette équipe reste ensemble... Memphis, ce sera une des équipes à suivre dans les années à venir aussi. Et en plus, ils ont un public de tarés. Vraiment, c'est une des ambiances les plus malades de la ligue. Ce qui fait toujours plaisir à voir. T'as une autre surprise? Et l'autre surprise, ouais, c'est ma dernière dans mon cas. Ce sont les Mavs. Parce que... Bon, j'étais dubitatif sur Jason Kidd comme coach, j'adorais le joueur, il n'avait pas eu des expériences probantes, des expériences correctes, hein, mais pas fantastiques avant les Mavs, je pensais que le boulet Porzingis allait freiner la trajectoire de Doncic, et au final, Doncic est hors de forme et il a été blessé, et les Mavs ont continué à gagner, malgré un roster qui est vraiment faible. Et cette saison se passe très bien pour eux. Et si Doncic arrive à perdre quelques kilos et à redynamiser son jeu, il est déjà très fort comme ça évidemment, mais il peut faire encore mieux. Les Mavs sont pour moi une bonne surprise, avec une bonne surprise sur le banc aussi en Jason Kidd. C'est vrai, c'est une bonne surprise. Maintenant, il faut qu'il confirme. On arrive à un moment où c'est bon, on a vu Luka Doncic, il faut qu'il confirme vraiment en playoff, mais c'est vrai, c'est une surprise. Je lance un petit jingle et on se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite. On est de retour. Alors, on venait de parler de Luka Doncic. On va rester du côté de Dallas. D'ailleurs, pour ceux qui suivent la NFL, ils viennent de se faire éliminer des playoffs. Ils ont choqué, entre guillemets. Il y a une petite heure chez moi. Donc, si vous êtes supporter des Cowboys, désolé pour vous. Et puis, on reste à Dallas parce qu'on voulait évoquer un peu rapidement Dirk Nowitzki, faire un petit rétro sur sa carrière. On sait que son maillot a été retiré justement à Dallas récemment. C'est le plus grand joueur de l'histoire de Dallas, l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA, l'un des plus grands ailiers forts de l'histoire de la NBA, mais surtout un joueur plutôt atypique, un joueur même très atypique, surtout à cette époque. D'abord, pour parler un petit peu de Dallas, on est d'accord que Dallas, avant Dirk Nowitzki, n'a jamais été vraiment, à moins tu me dis si je me trompe, mais n'a jamais été un vrai candidat au titre. Alors ils ont perdu les finales de conférence 88 face aux Lakers, mais je pense pas que depuis le début on se disait ces gens-là ils ont une très grande chance d'être champions. Est-ce que tu as le Dallas, les Mavericks d'avant Nowitzki, est-ce que tu as quelques souvenirs en tête ou même pas? On a le souvenir du fameux 3J qui n'avait pas fonctionné entre Jim Jackson, Jamal Mashburn et Jason Kidd, qui n'avait pas fonctionné parce que ils voulaient tous sortir avec Toni Braxton. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, Toni Braxton, c'est une chanteuse de quoi? De R&B, je pense. Je sais pas ce qu'elle faisait exactement dans les années 90. Toni Braxton, bah écoute, je connais pas, voilà. Donc je vais regarder les photos pour vous dire si ça vaut le coup de regarder. Oui. Regardez, mais dans les années 90. Aujourd'hui, c'est beaucoup de chirurgie. Bref, donc je te laisse continuer. Qui avait pas vraiment fonctionné. Et avant aussi, il y a eu la période Adrian Dantley. Non, c'était Adrian Dantley qui a fait Utah et Dallas, je pense. Ouais, comme tu disais, il y a la fois où ils ont fini en finale de conférence en 87-88. Ils faisaient les playoffs dans les années 80, mais effectivement, personne n'a jamais pensé qu'ils allaient devenir... pardon, c'était pas Adrian Dantley, c'était Rolando Blackman. Qu'ils allaient finir champions. Donc non, c'était pas... Ça a jamais été une franchise qui était j'ai en face de moi les années 80. Mm-hmm. Les années 90, c'est une catastrophe, quoi. C'est 12e place, 13e place, 13e place, 13e place, 12e place. Donc les années 90, il n'y a vraiment rien. Et puis on arrive ensuite à la draft de 1998, où il récupère le choix de Milwaukee. Et il draft ce type qui vient de... peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est la deuxième division allemande, ou alors il est monté en première division. Mais d'abord l'Allemagne, c'est pas un pays de basketball. Non.
Et en plus de ça, et c'était pas un mec qui s'était genre montré énormément en Euroleague ou quoi que ce soit dans les années 90 où il y avait beaucoup moins de façons de voir des joueurs étrangers. Et puis là, ils ont drafté Nowitzki où son début de carrière était, ma foi, assez compliqué. Est-ce que toi, tu te souviens de sa draft en 98 ou tu t'en souviens pas? Si, je m'en souviens parce que c'était peu après l'arrivée de Mark Cuban, je pense. Et Cuban Ouais. avait déjà pris... Non, c'est un peu avant. Je crois que Cuban est arrivé 1 an après Ah. ou 2 ans après. Ok. Mais en tout cas, à l'époque, Dallas faisait beaucoup d'expérimentations avec donc Steve Nash, qui au début de sa carrière, donc qui était canadien et qui au début de sa carrière n'était pas considéré comme même un bon joueur. Ils avaient Sean Bradley, qui était allemand aussi et qui était un joueur correct, mais qui non plus n'était pas jamais été un grand joueur. Et donc quand Nowitzki est arrivé, tout le monde a commencé par 5 Majors, qui était le magazine de référence sur NBA à l'époque. Tout le monde se moquait un peu de Dallas en disant bon, va falloir arrêter avec les expérimentations, vous avez pas fait les playoffs depuis 10 ans, ça va bien quoi. Et la première année de Nowitzki effectivement a confirmé les doutes. Mais dès sa deuxième année, au final, il a comme on dit malheureusement maintenant, fait taire des bouches. Puisqu'il doit être à 20 points de moyenne dès la deuxième année, quelque chose comme ça, non? Si je me rappelle. Il est 17 points sa deuxième année, puis après c'est 21, 23. Voilà. De 1999 à 2012, il n'a pas fait une fois moins de 20 points, et je calcule de tête comme ça doit être 23, 24 points de moyenne. Et surtout, faut pas oublier que pour ceux qui savent pas, s'il y en a, Dirk Nowitzki c'est 2m13, et c'est très grand pour l'époque et pour aujourd'hui. 2m13 c'est un ailier fort presque pivot. Mais son jeu ne correspondait pas du tout à son physique, voilà. Même aujourd'hui, mais surtout à l'époque. C'est-à-dire qu'il jouait comme un 2, entre guillemets, il a un excellent tir à mi-distance, son fade-away, c'est son mouvement, sa signature. Mais évidemment, il avait son point faible qui était la défense. On se voit que des fois, on le surnommait Irk Nowitzki, on enlevait le D de défense. Mais il n'empêche que c'est ça reste l'un des plus grands ailiers forts de tous les temps. Et sa carrière, c'est vrai qu'il permet à Dallas justement de se placer comme une des meilleures équipes de la conférence Ouest. Et puis là, il y a sa première, il y a ses premières déceptions, c'est les finales perdues en 2006 face au Heat, 4-2. Ils n'avaient rien à faire contre Dwayne Wade et Shaquille O'Neal qui était encore bien là. Et puis surtout la saison d'après où lui il est MVP, donc c'est super, mais c'est l'un des plus grands chocs de tous les temps. Ils perdent 4-2 face aux Warriors, la fameuse saison We Believe. Et si on s'arrête là, c'est vrai que la carrière de Dirk Nowitzki, on se dirait ok, c'est un très grand joueur, comme il y en a eu, un bon tireur, mais au final, il y a surtout plus de déceptions que de trophées, que de victoires. Et puis ensuite, on arrive à ces fameuses finales 2011, et je pense que rarement un titre a autant changé la perception si on fait un classement des plus grands joueurs de tous les temps, parce que je me dis par exemple un mec comme Charles Barkley, oui c'est vrai, ou Allen Iverson, mais dans tous les cas avec ou sans titre, ils sont toujours dans le top 20-25, tu vois, des plus grands joueurs. Mais Dirk Nowitzki, on lui enlève ce titre-là, donc il a gagné un titre en 2011, je te laisserai en reparler. Et là, ça l'a vraiment projeté, ok, ce mec-là, c'est vraiment l'une des plus grandes légendes et surtout l'un des meilleurs joueurs des années 2000. On n'oublie pas aussi qu'il a fait toute sa carrière à Dallas, donc ça joue de 1998 à 2018, de 98-99 à 2018-2019. Puis après, il a laissé la place à Luka Doncic. Je te laisse, toi tu l'as vu jouer plus évidemment parce que tu as regardé les années 2000, là où je regardais pas du basket. Je te laisse nous décrire un petit peu si tu as des souvenirs particuliers ou si tu aimerais faire découvrir Dirk Nowitzki à des jeunes qui n'ont pas eu la chance de le voir jouer justement en live dans la majorité de sa carrière. Mais je pense que ton premier point est le plus intéressant parce qu'il a révolutionné le poste de 4, puisque avec sa taille, il s'est écarté du panier et c'était pas très commun à l'époque, surtout pour un joueur de 2m13. Il y avait quelques petits entre guillemets petits en taille, hein, power forwards qui pouvaient s'écarter, aller shooter comme Rashid Wallace par exemple. Mais Nowitzki, lui, il a institutionnalisé ça et avec un physique un peu à la Larry Bird, hein, au final, pas quelqu'un qui va t'impressionner physiquement. Il avait une étendue, un éventail de skills qui était remarquable et c'est vrai que avant ce titre,
les gens le considéraient comme un très grand joueur. Et avec ce titre, il est clairement rentré dans la discussion pour le plus grand joueur européen de tous les temps. Il est probablement considéré comme le plus grand joueur européen de tous les temps, à juste titre, malgré sa défense. Et au final, oui, sa défense était pas remarquable, mais il est tombé quand même dans une décennie, enfin dans 2 décennies, parce qu'il a joué 20 ans, avec énormément de grands numéro 4, quoi. Il devait se taper Chris Weber, Tim Duncan, Rachid Wallace, je l'ai dit, même Zach Randolph, Pau Gasol, des mecs comme ça. Et oui, c'était pas le meilleur défenseur du monde, mais au moins, ou Kevin Garnett, j'ai oublié Kevin Garnett, mais on pouvait pas dire qu'il essayait pas, quoi. Il se cachait pas en défense, c'est juste. Alors c'était quoi du coup pour toi le souci avec sa défense? Il a manqué de vitesse de pied. Il était pas assez rapide sur les appuis, vraiment. Il essayait, mais il manquait vraiment de vitesse de pied. Ouais. Mais il faisait ce qu'il pouvait, quoi. Voilà. Ça, c'est clair. En général, c'est ce qu'on demande aux joueurs quand t'es très bon offensivement. On peut pas te demander d'être une bête en défense, mais au moins te donner un maximum. Et s'il y a des joueurs qui, un peu à l'époque, James Harden, il a un peu changé aujourd'hui. C'est un meilleur défenseur, mais vraiment, il se donnait pas, quoi. On voyait qu'il voulait juste récupérer la balle et tirer. Complètement. Aujourd'hui, il s'est un peu remis dans le droit chemin. Mais c'est ce qui fait... ça a toujours été un petit peu le point faible de Dirk. Et puis justement, les finales 2011, pour ceux qui ne savent pas, l'équipe avec Jason Kidd arrive en finale. Ils sont vieillissants. Et puis, ils arrivent à battre LeBron James, qui lui, c'est sa première année. C'est vrai que quand on y pense maintenant, il est parti à Miami. Et le parallèle en même temps avec LeBron James, c'est que lui, à ce moment-là, on se dit ce mec, en vérité, c'est quoi? C'est vraiment un loser. Il a perdu, il fait que perdre que des finales. Il se met le monde à dos parce qu'il va signer une super team avec Miami et il choque et il perd en finale. Heureusement, il s'est relevé et puis il a réussi finalement à gagner 3 titres après, enfin 3, non plus, même 4 titres après ça. Mais ce titre-là, ça a vraiment dû être une vraie délivrance pour Dirk Nowitzki après tant de saisons et surtout les saisons ratées. La saison ratée face à Wembley, face aux Warriors où il était MVP. Donc ça a dû être on sait qu'ils ont donné le MVP après qu'ils se sont fait éliminer. Ça a toujours un peu été le problème avec le trophée de MVP. J'invite en tout cas les gens justement à nous confier un peu vos anecdotes, ce que vous avez préféré avec Dirk Nowitzki dans les commentaires. Je voulais juste en parler un petit peu pour le faire découvrir à des gens qui ne le connaissent pas. Regardez ses highlights, regardez surtout son fadeaway. Et je te propose une dernière question à ce sujet. On sait qu'il a vraiment un physique extrêmement singulier, Dirk Nowitzki, et qu'il avait un jeu en même temps très singulier par rapport à son physique. Oui. Est-ce que tu crois qu'on peut dire qu'il y a eu... D'abord, est-ce que tu crois qu'il y a un joueur vraiment qui se rapproche de lui dans le passé? Et est-ce que tu crois qu'il y a eu des enfants de Dirk Nowitzki, c'est-à-dire un mec aussi lourd, un mec de 2m13, qui tire aussi bien, avec autant de consistance? Bon, il y a Karl Anthony Towns, on peut dire qu'il peut tirer, qu'il a à peu près les mêmes physiques. Mais en tout cas, c'est vrai que son fadeaway, quand je vois Luka Doncic faire ce fadeaway, je me dis que c'est certain qu'il a regardé Dirk jouer. Oui. Mais c'est vraiment un joueur assez unique dans l'histoire et puis un joueur qu'on peut que aimer, quoi. C'est pas du tout un joueur polarisant. Et c'est vraiment un joueur, on peut pas dire qu'il a un jeu européen, tu vois. Et on peut pas non plus se dire que c'est vraiment par rapport à son jeu et son physique, en tout cas, comme je me répète un petit peu, c'est vraiment un joueur unique. Donc je vous invite à regarder ses highlights sur YouTube. Et puis on avait parlé aussi des Supersonics, je crois, dans l'épisode d'avant ou le précédent. On avait aussi parlé de Moses Malone, on avait fait des retours dans le passé comme ça. On a déjà aussi sorti un épisode du rétro sur la chaîne où on montrait les plus grands buzzer beaters de tous les temps dernièrement. Il y avait le fameux buzzer beater de John Stockton. Et je voulais vraiment parler un petit peu de ce Utah Jazz des années 90, qui est une équipe... Les années 90, ça fait rêver tout le monde parce que c'est la période la plus rétro, un peu l'âge d'or de la NBA, les maillots sont vintage, les actions, les grands noms. Mais quand on pense au Utah Jazz, il y a une certaine... Il y a quand même des zones de doute pour les gens, des zones d'ombre, même pour les gens qui suivent de la NBA, mais qui n'ont pas pu regarder à cette époque surtout. Et je voulais, moi, d'abord te poser une question. Donc, on sait que le Utah Jazz des années 90,
à Salt Lake City. Donc je rappelle, Salt Lake City c'est le plus petit marché de la NBA. Je vois pas comment il pourrait avoir une ville. Dites-moi si je me trompe, mais ça m'étonne. Une ville où si c'était aujourd'hui, la NBA, je pense que ne dirait jamais aller à Salt Lake City, parce que c'est pas du tout un marché extrêmement porteur. Et pourtant, l'équipe donc, a drafté John Stockton en 84. John Stockton, on le connaît plus ou moins, c'est un meneur, la définition d'un meneur, excellent passeur, bon intercepteur, bon tireur, un professionnel dans le bon sens du terme. Et son acolyte, Karl Malone, c'est sûrement l'un des plus grands, sinon le plus grand duo de tous les temps. Et Karl Malone, on sait qu'il est plus lourd, on sait que c'est pas le même gabarit du tout que John Stockton, mais je me dis que, et peut-être moi aussi d'ailleurs d'une certaine façon, son jeu est un peu plus, à part la puissance, un peu plus méconnu. Comment est-ce que tu décrirais Karl Malone, toi ? Bonne question. Karl Malone a quand même fait toute sa carrière en partie grâce à John Stockton, parce que le schéma de jeu du Utah Jazz était très précis et très axé autour de ce duo, qui comme tu disais, probablement l'un des meilleurs de tous les temps, sinon le meilleur. Et le jeu de Karl Malone était un jeu qui correspondait à son physique, hyper puissant, hyper violent aussi, hein, parce que voilà, faut pas négliger cet aspect de son jeu qui était encore correct à l'époque, hein, enfin qui était autorisé à l'époque, dans les années 80-90, on pouvait beaucoup plus jouer des coudes et s'en sortir sans faute, ou même juste avec une faute, alors qu'aujourd'hui ce serait une disqualifiante. Et Malone avait un jeu d'intérieur pur, quoi. Vraiment ballon dos au panier, je me retourne, je shoot, ou je prends je récupère une passe de Stockton lancée et je vais au panier faire une planche ou un dunk. Voilà, c'est pas un jeu très amusant à voir jouer, ni très révolutionnaire. C'était très très efficace. Sauf quand il choquait en playoff. Comment était le tir de... On va en reparler justement juste après, le tir de Karl Malone. À 2 points, très, très bon. À 3 points, à mon avis, c'était catastrophique. Ouais, mais c'était une autre époque aussi. 27,4% en carrière à 3 points, effectivement. Mais le volume aussi, à l'époque, c'était pas un facteur clé, le tir à 3 points pour gagner. Mais au final, après tant d'années à buter sur d'autres cadors de la conférence Ouest, le Utah Jazz parvint à aller en finale, 97, 98. Dans les deux cas, ils perdent face aux Bulls de Michael Jordan. Et je m'en souviens quand j'avais fait un épisode sur Karl Malone et John Stockton, j'avais mis des passages, l'introduction des finales 98, et il y a le commentateur dont je me souviens plus qui c'était, Bob Costas je crois, il avait dit, tous les gens s'accordent à dire que pour la première fois peut-être les Bulls ne sont pas favoris, et je te pose la question et j'invite aussi des gens à me répondre. Est-ce que tu crois que le Utah Jazz 98 ou 97 était l'équipe avec le plus de chances de battre les Bulls en finale? De toutes celles qui ont rencontré les Bulls en finale, ou juste... Ouais. Ouais, c'est-à-dire on peut les mettre surtout contre Phoenix. Non, je pense ou pas. Alors contre Seattle. Ouais. Je dirais que Seattle avait plus de talent que les Jazz les deux fois. Déjà, le Jazz, quand ils ont joué les deux finales, Malone et Stockton avaient déjà 33 ou 34 ans, non ? Ouais. Et après une très longue saison, arrivé en finale contre en plus les Bulls, pour moi, ils avaient aucune chance de gagner. Pour Scottie Pippen, Dennis Rodman et John Stockton aussi, ils étaient vieux. Et Jordan, tu veux dire ? Ouais. Ouais, désolé. Mais voilà, tu m'as cité 3 joueurs, il n'y avait pas ça au Jazz, quoi. Ça manquait de talent pour gagner. Tu prends les postes un par un. Stockton était meilleur que Ron Harper, mais Harper était un excellent défenseur. Et d'ailleurs, on a tendance à minimiser l'apport de Ron Harper dans les titres des Bulls, mais il était très très bon. Il était crucial même, je dirais. Après Jordan, Pippen, il n'y avait pas ça au Jazz. Rodman sur Malone, défensivement, il lui faisait de la misère. Il ne lâchait pas tout le match. Malone n'a pas fait des mauvaises finales, mais il n'a pas pu briller comme il peut briller contre une autre équipe, parce que Rodman était insupportable en défense.
Et à l'intérieur, c'était Longley contre Ostertag, et Longley était meilleur que Ostertag. Donc vraiment, ils avaient honnêtement, ils pouvaient pas gagner, quoi. J'ai oublié Hornacek au Jazz, qui était un bon joueur, mais c'est pareil. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse contre Jordan Pippen, quoi. Donc toi, tu dis que les Seattle Supersonics avaient plus de chances que les Utah Jazz de battre les... D'ailleurs, on pouvait faire toute la liste. Hein. En 91, il y a les Lakers, mais les Lakers sont vieillissants, etc. Donc non, là, je pense que je suis d'accord qu'ils n'avaient pas énormément de chance. En 92, c'est Portland, on avait déjà parlé. Portland, encore une fois, une surprise, ils n'avaient pas de chance. 93, c'est les Suns. Qu'est-ce que t'en penses là? Parce qu'ils avaient vraiment beaucoup de chance. J'aurais plus parié sur les Suns de 93 que sur le Jazz en 97-98. Et pourtant, si tu fais poste par poste, à part Charles Barkley, où est-ce que c'est plus élevé dans les Suns de 93? Il y avait Mark Eaton et Dan Marley et donc Kevin Johnson, je l'aime pas, mais bon, il faisait quelques stats. Et est-ce qu'il y avait encore Danny Ainge aux Suns pendant la finale? Donc il pouvait t'apporter qu'on va dire qui était l'équivalent de Hornacek. Mais pour moi, Barkley en playoff était meilleur que Malone en playoff. Tu vois. Ok, et ensuite on arrive à 96, c'est des Supersonics. C'est vrai que là, ils avaient quand même, avec Sean Kemp, avec Gary Payton, ils avaient de quoi faire. Je pense qu'il leur manquait... Est-ce qu'il leur manquait pas un peu de tir à ces Supersonics, tout simplement? Parce qu'ils avaient la puissance, ils avaient le vice de Gary Payton qui pouvait matcher avec le vice de Michael Jordan. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment le mec qui mettait le tir, pas le dunk, le tir vraiment qui pouvait faire changer les matchs? Ça a peut-être été aussi rédhibitoire. Je pense parce qu'il y a aussi le fait que Peyton Kemp, peut-être la même chose au Jazz, était tellement prenait tellement la lumière que Hawkins, Macmillan et Schrempf n'avaient pas tendance à exploser, à rentrer dans la zone et à commencer à prendre des shoots s'ils se sentaient bien. Parce que Kemp et Payton étaient plus importants et avaient plus de charisme et de leadership. Et je pense que ces trois joueurs-là, auraient pu faire un match de finale 35 points et en rentrant tous leurs shoots. Mais soit ils n'ont pas osé, soit les schémas de jeu étaient vraiment pas faits pour eux et étaient plus orientés sur Peyton Kemp, ce qui est logique. Mais ils avaient le talent en tout cas pour faire des nuits in the zone, quoi. Donc je pense qu'il y avait plus de talent qu'au Jazz quand même. Pardon. Et puis justement après ça on arrive au final 97-98 où ils se sont fait battre. Et c'était vraiment un côté un petit peu t'essayes mais ça passe Exactement. pas. Exactement. Ça passe pas. Tu peux faire ce que tu veux, ça passe pas. Si on a des auditeurs qui aiment, on a des auditeurs qui aiment le rugby, c'est comme pilonner à 5 mètres de la ligne et ne jamais gagner un mètre, au final perdre la balle sur un en avant ou sur une récupération, sur un plaquage. C'était ça. Ils ont vraiment fait, je pense, ils ont joué à leur niveau, ils ont peut-être même joué au-delà de leur niveau, mais c'est juste qu'il manquait de talent pour battre les Bulls. C'était une équipe incroyable collectivement, avec un coach, un des meilleurs coachs de tous les temps, la personne de Jerry Sloan, mais il leur manquait le facteur X pour pouvoir aller plus haut. C'est déjà très bien ce qu'ils ont fait honnêtement avec l'effectif qu'ils avaient, je pense. Est-ce que tu as d'autres souvenirs particuliers du Utah Jazz des années 90? Juste des joueurs peut-être un peu méconnus. J'ai une tendresse pour Greg Ostertag. Le pivot des Jazz qui était un peu la moquerie de toute la NBA parce c'était un joueur correct mais il était vraiment pas fut-fut. Et il y a David Cosette, le commentateur historique de Canal+, qui racontait qu'une fois, lui pareil, il avait la même tendresse que moi pour Ostertag. Il a demandé un autographe à Greg et Greg a écrit For my friend, donc for F-O-U-R, et à friend il a oublié le I. Voilà. Ok. Donc le pauvre Greg, c'était un joueur limité qui était même le souffre-douleur de Jerry Sloan, qui a porté en défense, mais qui était beaucoup trop limité dans une époque où il y avait Olajuwon, Robinson, Ewing, etc. pour être un pivot dominant en NBA. Il faisait le taf en défense. Voilà.
Et c'est dommage que je regarde ses stats, Eaton ait c'est joué pas au Jazz trop tôt. Il aurait joué dans l'équipe... Enfin, trop tôt, il avait fini sa carrière, mais je veux dire, on imagine l'équipe du Jazz des finales avec Eaton au centre, ça aurait été beaucoup plus serré contre les Bulls. Et d'ailleurs, je regardais un peu l'article sur Greg Ostertag, donc là je vais donner le saviez-vous le plus extrêmement peu intéressant. Il est le premier joueur NBA à donner un rein durant sa carrière. Donc c'est plus, il est classe. Voilà. Mais il n'est pas le premier joueur à avoir évolué dans la ligue avec un seul rein, puisque Malik Rose a eu son rein retiré lorsqu'il était bébé. Je sais pas si tu connais Malik Rose. Je connais l'anecdote, mais bon, Malik Rose n'aura pas marqué l'histoire de la NBA. Non, c'est ce qu'on peut dire. Du coup, on va faire le prochain épisode, un spécial, un hors-série, 1 heure sur Malik Rose. En tout cas, c'était intéressant de parler du Utah Jazz. J'adore ces équipes des années 90. Avec les short shorts, on a rappelons. Avec très short, très short. Ouais. Pour finir, une tradition, tu présentes, pour les gens qui c'est la première fois qu'ils écoutent le podcast, un joueur méconnu de l'histoire de la NBA, vraiment quelqu'un que la plupart des gens ne connaissent pas et qui mériterait pourtant qu'on regarde, qu'on lise son article Wikipédia et qu'on regarde quelques highlights sur YouTube. Donc je te laisse nous faire découvrir ce mystérieux individu. Ouais, aujourd'hui on va parler du joueur qui a le co-record d'interceptions en un match de NBA, avec 11 interceptions. Le deuxième qui a fait ça en carrière, c'est Kendall, je vais le dire en français, Kendall Gill, dans les années, fin des années 90, début des années 2000, je pense. Et le joueur avant lui qui avait réussi cet exploit, 11 interceptions en un match, c'est Larry Kennon, qui est un joueur qui était un 3 ou 4, qui a joué dans les années 70, qui a une carrière assez courte parce qu'elle a été ralentie par les blessures dès sa 7e saison, je pense. Et après, il a joué 10-12 ans en NBA, mais ses dernières saisons étaient vraiment anecdotiques. Ouais, exactement. Mais je regarde les stats, je sais pas si tu as les stats, mais je te complète. En 79, et c'est vrai que c'est marrant parce que ça correspond vraiment à ce que tu dis. De 1976 à 1980, il fait 22, 20, 22, 20 points de moyenne, donc c'est super. Et en 80 aux Spurs, il est à 20 points de moyenne. Et en 83, il est à 0,8 points de moyenne aux Bulls. J'imagine qu'il n'avait pas beaucoup joué. Donc c'est vrai qu'il y a une chute et sa carrière a été courte. Je te laisse continuer. Oui, et c'est malheureux parce que c'était un super joueur très complet qui pouvait shooter, on l'a vu, 49% de shoot en carrière, qui prenait les rebonds, qui était un excellent défenseur, qui faisait des passes. Et c'est un joueur intéressant des années 70, puisque comme beaucoup de joueurs de cette époque, il a joué en ABA, où il a été champion dès sa première saison. Il a été champion dès sa saison rookie en ABA, et il est passé en NBA en 76-77 au San Antonio Spurs. Et c'est un joueur qui a un peu disparu des radars après sa carrière, qui s'est converti à l'islam, qui s'appelle maintenant Muhsin Kennon, et qui malheureusement, à cause des blessures et une courte carrière, restera pas dans l'histoire, probablement par manque de longévité. Mais il a ce record d'11 interceptions en un match, qui sera probablement difficile à battre parce que c'est extraordinaire. Je sais pas si tu en avais déjà entendu parler. Non, et c'est vrai que je regarde, mais il a vraiment plusieurs belles saisons, mais oui. C'est une question de... D'abord, c'est les années 70 donc, et début 80, ce qui ne sont pas des années très... on y regarde beaucoup, mais sa carrière, elle est vraiment courte. Il a aussi fait un match, d'ailleurs, à 29 points et 15 rebonds. Et je ne sais pas combien de passes... c'est ce match-là, le match-là où il a fait 29 points et 15 rebonds, 11 interceptions. Il a fait un triple... Voilà, c'est ça qui a écrit un triple-double avec 11 interceptions. C'est vrai que c'est une feuille de match assez incroyable. Ça, c'est vraiment le joueur type de cette catégorie des joueurs méconnus. Je sais pas, est-ce que tu as regardé ce qu'il y a des highlights sur YouTube un petit peu? Pas grand-chose, j'imagine. Il y a pas que ce soit en 4K. Voilà, il n'y a pas grand-chose, effectivement. J'ai plus lu d'articles que vu de vidéos. Mais c'est un joueur que tout le monde appréciait et qui était connu pour son implication offensive et défensive.
Donc le type de joueur le type de joueur que j'aime. Et pour finir, il y a, je pense, le record le plus improbable de l'NBA, ça restera Scott Skiles, qui a le record de passes décisives en un match, avec 30 de mémoire. 30, ouais. Je croyais que c'était quelque chose comme 28-29. Voilà. Si tu peux regarder ça. Alors que pour le coup, lui, c'était vraiment un joueur moyen. C'était avec le maillot d'Orlando, je crois. C'était avec Orlando, effectivement. Il est encore 30, exactement 30, ouais. Voilà. Et là, je pense la vidéo est sur YouTube. Hein. Vous pouvez voir les 30 passes décisives dans le match. Là, ça s'explique pas. Hein. C'était un meneur correct qui a 11,7 passes en carrière, mais qui a ce record qui était vraiment pas espéré pour lui et qui sera lui non plus probablement jamais battu. Ouais, et d'ailleurs je regarde parce que j'ajoute des anecdotes pas très intéressantes à chaque fois. Il a été entraîneur des Bulls en 2003-2017 et il a été limogé le jour de Noël. Donc joyeux Noël. Voilà. On va passer aux questions. Donc je répète, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un message vocal sur Instagram. Je vais jouer la première question. Yo les NBA Stories, moi j'ai une petite question pour vous pour le dernier podcast. En ce moment c'est les playoffs NFL et j'aimerais savoir comment vous comparez la popularité de la NFL et la NBA aux États-Unis. Voilà, j'espère que je passerai dans le podcast. Merci à tous. Bah ça c'est une super question, d'abord parce que je regarde aussi avec assiduité les playoffs NFL, j'adore ce sport. C'est un sport qui malheureusement est difficile à comprendre lorsque l'on vit hors des États-Unis, ça s'arrête toutes les 2 secondes. Mais c'est un sport qui est extrêmement tactique et qui est passionnant lorsque l'on s'y intéresse. Et le match peut être long, si c'est un blowout, c'est pas intéressant. Mais des matchs serrés de foot américain, c'est vraiment un spectacle qui pend aux tripes. Et pour répondre à la question, non, la popularité de la NFL est énormément et 100 fois supérieure à celle de la NBA. Le foot américain, c'est une véritable religion aux États-Unis, surtout dans les États du Sud. Là, en ce moment, il y a des playoffs NBA. Si je marche dans la rue, il n'y a personne. J'habite au Texas, moi et Dallas viennent de finir leur match. Quand il y a des playoffs NFL, il n'y a pas le côté, il n'y a pas ce côté-là aussi intense. Il faut savoir que la saison de NFL elle est courte, c'est 18 matchs maintenant. Les playoffs sont à un seul match, donc en final il y a une vingtaine de matchs par saison, dont chaque match est vraiment un rendez-vous du week-end. Et ça c'est quelque chose qui est pas le cas culturellement en NBA. En revanche, la NBA gagne du terrain. En tout cas, il est plus populaire aujourd'hui chez les jeunes que le baseball. Désolé pour ceux qui aiment le baseball, mais pour moi, c'est une véritable torture. Si vous voulez faire parler quelqu'un, essayez de regarder du baseball. Personnellement, j'aime pas ça, mais je peux comprendre ceux qui aiment. Parce que la NBA a un avantage énorme, c'est que c'est un sport qui correspond parfaitement à son temps, c'est rapide, et ça peut très bien ça se marie avec les réseaux sociaux, un highlight sur YouTube, etc., sur Instagram. Donc ce qui fait que la NBA gagne en popularité, mais ma foi, il manque ce petit quelque chose. Je pense que la NFL a détrôné le baseball à partir des années 60-70 et depuis la courbe a fait que s'inverser. Je pense que moi, ce qu'il faudrait pour la NBA, ce qui n'arrivera pas, ce serait redonner de l'intérêt à la saison régulière. S'il y avait beaucoup moins de matchs de NBA, les matchs auraient donc beaucoup plus d'enjeux et les gens en parleraient beaucoup plus. Mais la NBA est sur une pente ascendante, avec toutefois quelques questions, notamment sur le fait des droits télé. On sait qu'il y a un phénomène qui s'appelle du cord cutting aux États-Unis. Cord cutting, c'est un jeu de mots par rapport à couper le cordon. Les gens arrêtent de payer pour le câble, donc les gens regardent moins la télé traditionnelle, ce qui fait que les audiences sont plus basses. Donc il va vraiment falloir s'adapter. C'est le moment maintenant pour s'adapter, essayer de trouver d'autres canaux pour diffuser la ligue. Et la NFL, par contre, elle est diffusée généralement sur les chaînes locales, quoi. Comme si vous regardez aujourd'hui la NFL sur France 2 en France, ce qui fait que les audiences sont énormes. Donc voilà, j'espère que ça intéressera en tout cas cette petite analyse. Et puis après, il y a je m'en souviens que j'avais reçu une question une fois que j'avais pas répondu d'ailleurs, une question par rapport au hockey sur glace. Non, la NHL est populaire au Canada, dans le nord des États-Unis, dans les grandes villes, surtout de la côte ouest, il y a des fanbases. Mais à part ça, c'est très anecdotique. Et
Et voilà. Donc ça, c'était une question, d'ailleurs, j'avais oublié de répondre. C'est une question Ariel Guetta, c'est le nom. Je joue une autre question. Salut les gars, j'aimerais bien savoir pour vous qui sera le rookie de l'année. Personnellement, pour moi, ce sera Mobley. Et continuez ce que vous faites, je kiffe votre taf. Moi je vais répondre rapidement, on a déjà parlé. Pour moi c'est Evan Mobley aussi, parce que d'abord ses stats sont super, et puis en plus de ça les Cavs sont en haut de leur conférence, donc j'ai un peu de mal à le donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as une autre réponse toi? Oui, ce sera certainement Mobley, effectivement. Il n'y a pas vraiment de concurrence pour le moment. Il y a peut-être un rookie qui va exploser après l'All-Star Break. Mais Khalil Cunningham est pas mal, mais il est dans une équipe qui perd beaucoup, donc ouais. Mobley sera probablement... C'est ça sera difficile de... Il y aura sûrement un joueur qui fera plus de stats, mais par contre, s'ils vont en playoff, les Cavs, ça sera vraiment compliqué de ne pas le lui donner. Je vais mentionner Scottie Barnes quand même, qui fait une bonne saison aussi. Mais t'as raison, et d'ailleurs j'ai oublié d'en parler dans les surprises. Ok. Une très belle... Non, on a parlé de Toronto, et c'est vrai que c'est une belle surprise. Une très belle surprise à voir aussi, parce que c'est vrai que c'est facile un peu de... Enfin, facile entre guillemets. C'est de commencer très fort, mais après il faut confirmer sur la durée d'une saison. Et il y a aussi quelque chose d'autre dont je voulais parler aussi par rapport à ces surprises. Je l'ai plus en tête. En tout cas, Scottie Barnes, c'est vrai qu'il y avait des doutes quand il a été drafté. Au final, il a confirmé bien plus que ce qu'on croyait. Donc c'est top. Je joue la dernière question. Salut les gars, petite question. Qu'est-ce que vous pensez de la carrière de Isaiah Thomas en général? Et qu'est-ce que vous pensez aussi de son arrivée ici avec les Lakers, même si on sait que c'est pour un contrat que de 10 jours, mais est-ce que vous pensez surtout qu'il pourrait revenir en NBA, faire un comeback et encore être assez présent? Alors cette question-là, c'était une question de Bastien, j'imagine, tandis que la question précédente était une question de peut-être Ludovic, peut-être Bon, je sais merci pas. Les gars, Lud, Neil. Merci les gars, ouais. Pour répondre à la question, donc la question elle a été envoyée il y a quelques semaines quand Isaiah Thomas était encore aux Lakers, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La carrière d'Isaiah Thomas, elle est sympathique, elle est gentille. Il a surperformé pendant quelques années à Boston, mais son physique et surtout ses défauts sont un frein pour être vraiment un joueur titulaire en NBA. Comme j'aime le dire, dans le sport, nous on n'est pas à l'intérieur des franchises, des fois on comprend pas, mais il n'y a pas de fumée sans feu comme on dit, donc si le mec à chaque fois ses contrats sont pas renouvelés, s'il y a une raison. C'est un joueur qui est attachant, un joueur qui a une carrière dont vraiment on l'attendait pas, il a été drafté tout en bas de la draft, il a eu de très belles saisons, donc malgré tout il est dans l'histoire, mais c'est pas une star en tout cas selon moi, et ça l'était pas vraiment avant et ça le sera pas dans le futur, quoi. Sa carrière en NBA me paraît un peu compromise. Ouais, je suis d'accord. Isaiah Thomas, bon déjà il y en a qu'un, c'est le bad boy. Et Isaiah Thomas avec un A c'est un one hit wonder, quoi. Il a fait une saison fantastique. Et cette saison-là, il était vraiment incroyable à voir jouer, c'est vrai. En plus, c'est vraiment un bon gars. On connaît l'anecdote avec sa sœur et avec les fans des Celtics qui n'ont pas pardonné à Danny Ainge de l'avoir laissé partir après une saison pareille et ce qui s'était passé dans sa vie privée. Mais oui, son physique dans la NBA aujourd'hui, c'est compliqué. Il a tendance à se blesser et il est ballotté de franchise en franchise depuis des années maintenant. Et à mon avis, il ne retrouvera jamais son niveau, c'est clair. Et je ne sais pas s'il peut vraiment apporter aujourd'hui à une franchise NBA qui a des ambitions. C'est malheureux pour lui. Je pense qu'il devrait, s'il veut continuer à jouer au basket, bien sûr, il devrait peut-être s'exiler et devenir une idole dans un autre championnat, ce qu'a fait Jimmer Fredette par exemple en Chine. Oui, et puis je pense qu'il pourrait très bien aller en Europe. Aussi. En Europe, il aurait une place rapidement. Lui, la Chine, il peut trouver, enfin, au niveau contrat, je sais pas, mais ça me fait un peu de la peine. J'ai un peu l'impression, il a eu son heure de gloire courte, mais là, il revient 4 fois par saison pour 5 jours là, 5 jours ci. Et tu vois qu'il n'y a plus l'étincelle, tu vois, ça sert à rien. Des fois, tu
tu retentes une nouvelle fois, mais c'est pas le. C'est-à-dire, ça me rappelle quelques jours, j'ai vu un reportage sur Napoléon, je sais pas si tu connais, enfin, je sais pas si tu connais cet épisode particulièrement, tu sais, quand il est revenu de l'île d'Elbe, les fameux 100 jours, les 100 jours. finalement il a perdu à Waterloo, et il a dit dans ses mémoires, où les mémoires ont été dit de Sainte-Hélène, enfin bref, il a dit je l'avais plus, entre guillemets, j'ai essayé de revenir, mais c'était plus comme avant, tu vois. Et c'est un peu pareil, je pense, pour Isaiah Thomas, il essaye de revenir tout le temps, mais il faudrait que soit il finisse sa carrière en Europe, soit qu'il se reconvertisse en tant qu'entraîneur, ou pour retourner sur les bancs d'une université, quelque chose comme ça. Malgré tout, ça reste un joueur attachant, Oui. mais son physique, ses défauts, ses blessures, il y a eu trop de facteurs qui ont fait que sa carrière, elle est un peu plus que compromise. Je pense qu'elle est finie, je le vois très mal retourner dans une équipe, et même sur le banc, quoi. Donc voilà pour notre ami Isaiah Thomas, qui... avec un nom pareil, en tout cas, il a réussi à se faire un nom. On se demande quel Isaiah Thomas. Donc c'est déjà un petit succès en soi quand même. Et puis voilà, on lui souhaite quand même le meilleur parce que c'est un mec, on sent que c'est un battant et c'est une leçon de vie. En tout cas, je vous remercie à vous d'avoir passé cette petite heure à notre côté pour notre podcast. Evrard, je te remercie de m'avoir accompagné justement dans cet épisode. Merci à toi. Et puis je sais pas si tu as une petite note à ajouter ou quoi que ce soit sur Isaiah, sur Dirk, sur les surprises. Est-ce qu'il y a une chose comme ça qui te passe par la tête avant que je ferme la porte? Moi je me dis que c'est à peu près tout, quoi. Je crois qu'on a fait le tour. Et j'invite les gens à nous dire donnez-nous votre meilleure anecdote sur la carrière de Dirk, l'événement qui vous a le plus marqué. Et pour ceux qui ont pu suivre les années 90 au Utah Jazz, donnez-nous aussi vos meilleurs souvenirs. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite. À très vite.